19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Abdelmajid Tebboune honore les joueurs de l'USM Alger, vainqueurs de la Coupe de la CAF lors d'une cérémonie organisée en leur honneur au Palais du Peuple. Reprise des combats au Soudan entre l'armée et les forces de soutien rapide, peu de temps après l'expiration d'une trêve de 24 heures. L'armée nigérienne annonce avoir éliminé 3 assaillants lors d'une attaque par des hommes lourdement armés, ciblant des positions militaires près d'une mine d'or dans la zone désertique d'Arlit. Et puis 3 soldats de l'armée irakienne, dont 2 officiers ont été tués et 4 autres blessés lors d'une attaque attribuée au groupe terroriste Daesh dans le nord de l'Irak. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, avant de dérouler le fil de l'actualité, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de 2 projets de loi portant règles de prévention et d'intervention, de limitation des risques liés aux catastrophes et code de procédure civile et administrative, outre des exposés relatifs à plusieurs secteurs. Le président algérien qui a plus tôt dans la journée a honoré les joueurs de l'USM Alger, vainqueurs de la Coupe de la CAF. C'était lors d'une cérémonie organisée donc en leur honneur au Palais du Peuple. Parlons énergie à présent. Signature ce dimanche du contrat de réalisation d'un complexe pétrochimique à Arzeu entre la Steppe Polymère SPA et la JV Protefac HQC. Il porte sur la réalisation d'un complexe pétrochimique s'étalant sur 88 hectares destiné à la production de 550 000 tonnes par an de polypropylène pour une durée de réalisation de 42 mois. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban, récit Khaldin Batash. Le groupe Sonatrach a signé dimanche le contrat de réalisation du complexe de production de polypropylène d'Arzeu. L'investissement de 1,5 milliard de dollars fait partie de la stratégie de Sonatrach visant à développer l'industrie pétrochimique et à valoriser les richesses en hydrocarbures. Il est question également de réduire les importations de matières premières plastiques. La signature du contrat de réalisation du complexe avec un groupe de renommée mondiale, Petrofac, et l'entreprise chinoise HQC, filiale de Sinopec, à travers lequel nous espérons que nos partenaires soient au même diapason pour la concrétisation de ce projet dans les délais impartis. Ce projet est important pour Sonatrach et la stratégie du pays. La production de polypropylène attendue de ce futur complexe sera d'abord destinée à couvrir les besoins du marché domestique et à exporter le surplus sur le marché européen, asiatique, mais également américain. La création de près de 10 000 postes d'emploi directs et indirects est également prévue durant les différentes phases de réalisation du projet. Le projet nous permettra d'exporter le surplus de la production dans le but d'augmenter nos capacités d'exportation hors hydrocarbures. Le projet contribue également à la création de nouveaux postes d'emploi directs, estimés entre 750 et 1500 postes, en plus de la main-d'œuvre locale dans les différentes étapes de réalisation de ce projet. Aussi, 450 postes lors de la phase d'exploration et d'une façon indirecte, le projet contribue à la création de 10 000 emplois lors de la phase de réalisation et 5 000 autres postes lors de la phase d'exploitation.
Un consortium de banques algériennes dirigé par la Banque nationale algérienne BNA devra cofinancer le projet à hauteur de 70%. On a réactivé nos efforts pour le financement de ce projet, ce qui prouve la force et l'union des banques algériennes. La disponibilité du liquide permet la reprise de tous les investissements. Point focal de la stratégie de diversification de l'économie algérienne, le groupe Sonatrach veille à faire de la transformation des hydrocarbures un nouveau segment stratégique. Et en marge de cette cérémonie de signature de contrat, le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkal, s'est exprimé sur le partenariat avec le groupe Total Energy. Après avoir dévoilé le budget de réalisation de ce projet estimé à 1,5 milliard de dollars, toutes les parties se sont réunies pour prendre une décision finale sur l'investissement. Cette décision revient aux finances de chaque entreprise. Total Energy a estimé que peut-être ce projet ne répond pas aux aspirations de ce qui est attendu du projet. Ils ont décidé indépendamment de se retirer. Sonatrach a pris une décision souveraine pour poursuivre ses investissements dans ce projet. Je tiens à remercier Total qui a collaboré avec nous entre 2017 et 2022. Je réitère qu'il s'agit d'une décision souveraine de chaque entreprise. Direction le Soudan, à présent, où le cauchemar continue pour les Soudanais. Les combats ont repris ce matin à Khartoum entre l'armée et les forces de soutien rapide. Peu après l'expiration d'une trêve de 24 heures, les tirs d'artillerie ont de nouveau retenti, replongeant ainsi le pays dans l'incertitude. Nailaït Hamouda. Le répit a été de courte durée au Soudan. Des tirs d'artillerie et des combats de rue font à nouveau trembler Khartoum 10 minutes après l'expiration de la trêve de 24 heures. Une énième depuis le début du conflit entre deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Les Soudanais ont été réveillés ce matin par le bruit des combats d'artillerie lourde à Khartoum et à Omdurman et des tirs avec divers types d'armes ont été signalés dans la rue El Haya dans le sud de la capitale. Ce cessez-le-feu globalement respecté qui avait commencé samedi à 6h heure locale et qui a pris fin ce dimanche avait permis aux habitants de Khartoum de profiter d'un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale. Les précédentes trêves n'ont quasiment jamais été respectées depuis le début du conflit le 15 avril. Ce dernier a conduit le pays à une grave crise humanitaire. Seuls 20% des établissements de santé fonctionnent encore à Khartoum. Les rares cargaisons d'aide qui ont pu être acheminées ne couvrent pas les immenses besoins des populations. Pire encore, le nombre de personnes portées disparues a augmenté. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, les opérations de recherche se poursuivent, mais elles se heurtent à de nombreux obstacles, à savoir la poursuite des combats et le manque des ressources médicales qui entravent l'identification et la récupération des corps. Depuis bientôt 2 mois de conflit armé, les combats font toujours rage. Le bilan ne cesse de s'allonger. Plus de 1800 personnes ont trouvé la mort et 2 millions de déplacés et réfugiés selon l'ONU. Et ce conflit a poussé des milliers de Soudanais à se déplacer vers les pays voisins, notamment l'Égypte. D'ailleurs, en réponse aux interrogations de certains journalistes, le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué que la décision d'imposer un visa d'entrée aux Soudanais visait à réglementer et non à restreindre leur entrée en Égypte. Au Sahara occidental, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui intensifient leur bombardement contre les soldats de l'occupation. Elles ont ce dimanche mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Haouza. La Russie regrette l'instabilité et les tensions prévalant dans la région du Moyen-Orient et en Afrique, en particulier au Sahara occidental où l'occupant marocain poursuit sa politique coloniale et répressive en totale contradiction avec les résolutions onusiennes et la légitimité internationale. Un point soulevé lors d'une séance d'information au Conseil de sécurité sur la coopération entre les Nations Unies et la Ligue des États arabes.
Et pendant ce temps, l'occupant marocain poursuit sa politique répressive en s'alliant notamment avec l'entité sioniste, une connivence dont résulte un renforcement de l'implication d'entreprises sionistes dans le pillage des ressources naturelles sahraouis, notamment hydrocarbures, et ce depuis la normalisation entre l'entité sioniste et le régime du Makhzen. C'est ce qu'a révélé le site d'information américain Minpress News. Mohamed Ali Ben Chaban pour les détails. Le site d'information américain Minpress News condamne l'implication d'entreprises sionistes dans le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, au large de Dakhla occupée. L'enquête révèle également une intensification des activités commerciales des entreprises sionistes sur le sol sahraoui, depuis que l'entité sioniste et le régime du Makhzen ont officiellement normalisé leurs relations en 2020, notamment à travers la conclusion de nombreux accords dans le domaine des hydrocarbures. L'Observatoire international Western Sahara Resource Watch confirme que les compagnies sionistes poursuivent l'exploration pétrolière et gazière au Sahara occidental. La même source tient à préciser que la collaboration du couple maroco-sioniste a duré des décennies en secret, citant comme exemple l'achat par l'armée d'occupation marocaine de drones en provenance de l'entité sioniste en 2014. Ce sont des ressources qui seront épuisées et disparaîtront sous l'occupation avant que le conflit se soit résolu. Et c'est très inquiétant pour le peuple sahraoui. Donc ce que ces entreprises sionistes font maintenant, c'est en quelque sorte le pire du pire. À cet égard, la RASD a mis en garde contre ces opérations de pillage illégal impliquant ces entreprises sionistes menées dans la partie occupée du Sahara occidental. Le pillage et l'épuisement des ressources sahraouies pour le régime du Makhzen et ses alliés constituent une violation flagrante des chartes et traités internationaux. Et nous le disions en titre, l'armée nigériane a annoncé avoir éliminé 3 assaillants lors d'une attaque par des hommes lourdement armés ciblant des positions militaires près d'une mine d'or dans la zone désertique d'Arlit. L'armée a affirmé avoir récupéré 4 véhicules tout-terrain, une mitrailleuse de 12,7 mm, plusieurs roquettes et diverses munitions des assaillants. En Irak, cette fois-ci, 3 soldats de l'armée irakienne, dont 2 officiers, ont été tués et 4 autres blessés ce dimanche lors d'une attaque attribuée au groupe terroriste Daesh dans le nord du pays. L'attaque a visé une caserne située à Wadi an-Naft, à environ 25 km à l'ouest de la ville de Kirkouk. Et puis la mosquée Al-Aqsa, une nouvelle fois profanée par des dizaines de colons sous une haute protection policière. Ils étaient donc des dizaines à effectuer une incursion du côté de la porte des Maghrébins, effectuant des marches provocantes et des rituels talmudiques. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, appelle le gouvernement à continuer à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique chargée de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire du pays. Une déclaration qui survient alors que Téhéran a relancé ces derniers mois ses contacts avec l'AIEA après avoir fortement limité ses échanges et débranché l'an dernier des caméras de surveillance sur ses installations nucléaires. Dans le conflit russo-ukrainien, la Russie affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne de bateaux télécommandés sur l'un de ses navires de guerre qui patrouillait en mer Noire près de 2 gazoducs acheminant les hydrocarbures russes vers la Turquie. Et pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'une contre-offensive ciblant les forces russes est toujours en cours, se refusant toutefois à donner des détails sur une opération prévue de longue date. Zelensky était interrogé sur des propos de son homologue russe Vladimir Poutine, qui avait assuré la veille que la grande contre-offensive ukrainienne attendue depuis des mois avait commencé.
Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a affirmé être victime d'une chasse aux sorcières lors de sa première prise de parole publique depuis son inculpation la veille par la justice fédérale, fait inédit pour un ex-président américain et aux conséquences incertaines sur la primaire républicaine pour 2024. Lors des 2 réunions républicaines dans le sud-est des États-Unis, il a estimé être la cible de poursuites en raison de sa candidature à un 2e mandat à la Maison-Blanche. Au Pakistan, au moins 25 personnes ont perdu la vie et 145 autres ont été blessées dans différents incidents liés à la pluie dans le nord-ouest du pays où 68 maisons ont été endommagées. Le Premier ministre pakistanais a ordonné à l'Autorité nationale de gestion des catastrophes et aux autorités locales d'accélérer et d'intensifier les opérations de secours dans les zones touchées. Sport football et le sélectionneur algérien Djemal Belmadi a animé une conférence de presse ce matin à la veille du début du rassemblement du mois de juin avant d'affronter l'Ouganda en match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et la Tunisie en match amical. Djemal Belmadi s'est notamment exprimé au sujet des nouveaux joueurs appelés en sélection et ceux qui ont changé de nationalité sportive. J'ai tout dit, vous savez tout de moi, j'ai tout dit, ma position, mes positions par rapport à tout ce qui entoure le football et l'équipe d'Algérie. À partir de maintenant, on va rester focus, concentré sur les joueurs, et uniquement les joueurs, et surtout ceux qui vont arriver et faire en sorte qu'il n'ait pas à regretter ce choix-là. Et c'est un lien direct avec ce que dit monsieur, en disant que je sais qu'on nous observe, qu'on nous regarde, des émissions en veux-tu, en voilà, sur nous, nos émissions télé, nos conférences de presse, on est devenu presque une, je sais pas, voilà, on a là au moment où on parle, c'est la vérité, au moment où on parle, les gens sont devant leurs écrans et ils attendent la bombe, le clash, le ça, le là, et puis voilà, commencer à faire ça dans leurs pays respectifs. C'est unique. Il n'y a que nous, je pense pas que nous on regarde ce qui se passe en Libye ou je sais pas, ou en Tunisie ou au Maroc, n'importe où, tous les pays d'Égypte, et faire des émissions pleines là-dessus. Et au sujet du nouveau format des éliminatoires de la Coupe du Monde, Djemal Belmadi a également donné son avis. Moi, je pense qu'elle est plus conforme à ce que devrait être une qualification de Coupe du Monde, à savoir, c'est vraiment au plus méritant, celui qui aura montré qui aura montré une certaine forme de régularité. Ça va être un mini-championnat de 10 matchs. Et, voilà, t'as pas le coup près qui tombe si lors d'un match il y a un faux pas qui se passe, ce qui est tout à fait possible. Là, pour le coup, tu as 10 matchs, le meilleur passera, et donc on aura véritablement les 9 meilleures équipes africaines qui iront à ce mondial-là. Je suis plutôt content de cette formule-là, et voilà. Et puis il a également été question de Riyad Mahrez, le capitaine de la sélection algérienne, pourrait changer d'équipe lors du prochain mercato. Djemal Belmadi a émis le souhait de le voir poursuivre son aventure en Première Ligue. Pour ce qui est de la destination probable de Riyad, j'ai pas d'informations. Je trouve qu'il est bien dans le championnat anglais, il est bien à Manchester City, même si on a tous envie de le voir jouer à chaque fois. C'est pas toujours possible avec une telle équipe, avec un tel effectif qu'il a à Manchester City. Walakin il a marqué de son empreinte encore cette saison. Il a marqué pas mal de buts. Il a été important pour le triomphe de cette équipe-là, que ce soit en championnat, en Cup, en Champions League. Même si on aurait tous aimé, je le répète, le voir jouer sur les derniers matchs. Donc sa destination, Maïchem, je ne sais pas, et je trouve qu'il est très bien là-bas, du moins en Angleterre, donc pourvu qu'il y reste. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques instants pour l'échiquier international.